Merci de nous rejoindre sur Al24 News, notre couverture spéciale conférence Startup ici à Alger, troisième édition de l'Africa Startup Conférence en direct du CIC se poursuit. Nous avons deux invités d'exception, j'ose le dire ce soir, à commencer par vous, Madame Warda Baylich. Vous êtes auteure, experte en conseil data, intelligence artificielle. Vous êtes notamment l'auteur de L'humain à l'ère de l'IA, publié chez Seconde Édition. Voilà un livre que vous proposez à la vente en France, mais également en Algérie. Bonsoir Madame, merci d'être parmi nous ce soir. Merci, bonsoir monsieur, ravi et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Ramiz Mouchi, entrepreneur, consultant, start-up, serial entrepreneur, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. Mouchi. On peut le dire. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci, toujours un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Khabden. On va commencer avec vous, Madame Baylich. Je crois savoir que c'est peut-être votre première participation à cette conférence. Vous vous intéressez plus particulièrement à l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, elle est au cœur de cette troisième édition de l'Africa Startup Conférence. Que pouvez-vous nous dire sur l'intelligence artificielle de votre propre point de vue, de là où vous vous situez? Alors déjà, premièrement, effectivement, c'est la première participation pour ma part à cet événement, à l'ASC. Et sincèrement, je suis agréablement surprise parce que c'est très très intéressant avec de très belles rencontres et de très belles sociétés qui sont présentes ici. Et de mon point de vue, l'intelligence artificielle a beaucoup d'avantages à apporter à travers l'international. S'il y en a encore qui sont sceptiques, j'ai souhaité démarrer et introduire cette émission avec ce message. Très bien, Ramiz Mouchi, vous, l'intelligence artificielle, j'imagine vous la côtoyez au quotidien. Quelle forme peut-elle prendre sur ce continent africain où l'on a beaucoup d'espoir que cette nouvelle forme d'économie, avant tout, peut aider ce continent africain à aller très loin dans le développement économique et permettre une certaine intégration que l'on a un peu de mal à atteindre. Oui, effectivement. D'ailleurs, le continent africain, il a cette capacité de croître d'une manière extrêmement vite et de voir un peu des jeunes talents africains en Afrique développer des startups et des solutions très avancées très rapidement. Ceci fait que l'intégration de l'IA a été naturelle et très rapide et presque au même moment que son intégration dans d'autres pays ou d'autres continents, en Europe, aux États-Unis, en Chine, et donner une grande chance à ces entreprises-là de proposer des solutions qui sont améliorées avec l'intégration de l'IA, notamment de la Gen AI ou d'autres manières dans lesquelles ça peut aider ces entreprises-là dans plusieurs domaines, notamment la finance, notamment dans les health tech ou dans la logistique. C'est des domaines dans lesquels les Africains et la communauté technologique africaine s'est intéressée énormément et a vu naturellement et spontanément l'intérêt d'avoir de l'IA dans ces projets-là, différents degrés. Parfois, ça va des simples algorithmes d'amélioration, d'optimisation, jusqu'à des solutions qui sont basées sur des solutions de l'IA faites en IA de différentes manières. Et ça c'est très prometteur et je pense que ça va mettre l'Afrique un petit peu dans l'échiquier mondial, dans la même perspective dans d'autres pays qui sont relativement plus avancés et qui ont une plus grande historique dans ce domaine. Madame Warda Baylich, l'humain justement n'a jamais été aussi au contact de la technologie. Elle est parmi nous. Nous la vivons au quotidien, dans nos moindres gestes, au travail, à la maison, mais également dans notre environnement social. Justement, cette approche technologique qui met l'humain au centre justement de l'intelligence artificielle. Quelle est la meilleure manière ou existe-t-il une manière particulière de l'appréhender? Alors, je vous dirais qu'il n'y a pas une seule méthode, une seule méthodologie. Il y a énormément de possibilités pour aborder le sujet. Mais c'est vrai que j'aimerais juste compléter par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dispositifs nous entourent. On a énormément d'applications et d'usages, disons, assez répétés. Et c'est en pleine accélération et parfois on s'en rend même pas compte. Et c'est pourquoi je reviens à l'humain, c'est-à-dire qu'il faut savoir prendre du recul, savoir faire des pauses et revenir à une réflexion autonome. Nous, pas l'intelligence artificielle autonome, mais plutôt l'humain
Et ça, c'est vraiment important. Et comment aborder ces différents sujets? Je vais commencer juste à partir de l'intelligence artificielle. On peut démarrer simplement. Ce que je dis assez souvent, c'est qu'avant de parler d'IA, il faut parler de data. Parce que l'essence même de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et donc, commencer déjà à comprendre comment fonctionne l'information, comment elle est stockée, donc tout, disons, les rouages autour des données, avant de commencer à travailler sur l'intelligence artificielle pour être bien rodé et mieux appréhender les différents enjeux autour de l'intelligence artificielle. Si l'on doit imaginer une chaîne de valeur pour l'intelligence artificielle, elle commencerait par quoi cette chaîne de valeur, bien sûr appliquée à l'Afrique et aux spécificités du continent africain en la matière? Alors, la donnée, effectivement, comme je viens de dire maintenant, mais juste après la donnée, c'est de pouvoir réfléchir autour de l'éthique. C'est-à-dire que comme l'Afrique, pour moi, c'est un avantage. C'est-à-dire que ce que disait Arami, c'est vrai qu'elle a démarré assez rapidement, l'Afrique, au niveau du continent, au développement de l'intelligence artificielle. Par contre, je dirais pas assez rapidement que les consoeurs d'autres continents. Pour moi, c'est un avantage. Je ne vais pas citer des noms de grandes sociétés, mais disons que quand on ne prend pas le train en marche parmi les premiers, on peut s'inspirer des erreurs des autres, donc en sorte de retour d'expérience, pour pouvoir mieux avancer potentiellement plus rapidement. Donc on a un rôle à prendre et et je l'ai vu à travers l'ASC, on est sur l'échiquier, comme l'a très bien dit Rami, et on a beaucoup de potentiel. Très bien, donc l'ASC justement à Alger se veut une locomotive à la mise en marché pour ce continent africain en matière de start-up. L'Algérie a investi beaucoup pour élever justement ce secteur au rang de priorité nationale et il jouit d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Nous sommes au courant de ce qui a été fait notamment sur l'aspect juridique pour permettre à un certain nombre de jeunes, comme l'a dit Madame Baïch, de prendre rapidement le train en marche. Qu'est-ce qui reste à faire dans la seconde étape qui doit justement amener ces jeunes Africains à peut-être se mesurer à ce qui est au-delà du continent africain, c'est-à-dire le monde entier? Totalement. Alors, depuis les 5 dernières années, on a vu un intérêt réel de la part des pouvoirs publics, notamment avec le ministère des Startups et avec une bonne partie d'armada juridique et aussi financière, notamment avec l'ASF, avec la labellisation et une bonne partie de la réglementation qui commence à aider et faciliter les choses pour les startups algériennes pour être déjà sur le marché algérien, avoir une certaine maturité, notamment pour les B2B, enfin pour les professionnels qui souhaiteraient travailler avec des startups et aussi pour les particuliers pour sensibiliser et pour montrer à quel point ça peut être important. Maintenant, les défis qu'on a ici en Algérie, c'est déjà de pouvoir avoir un marché qui soit mature et qui soit capable de consommer tous ces produits digitaux, notamment sur des aspects de tous les jours, dans les paiements, dans l'aspect juridique, dans les domaines de la santé ou autres. Et ça, c'est un défi quand même assez important dans lequel tout le monde et tous les acteurs devraient avoir une participation, que ce soit les pouvoirs publics, les législateurs, les fonds d'investissement, les investisseurs, les écoles, les universités aussi, leur manière de sensibiliser et de pousser un petit peu les étudiants à mieux comprendre les besoins et peut-être s'intéresser un peu plus à ce domaine-là et qu'on a vu un petit peu ces dernières années. Et peut-être avoir une certaine efficience vis-à-vis les objectifs et les buts qu'on souhaiterait avoir. Et après, il faut s'intéresser évidemment à un marché plus large, notamment le marché africain qui est très important pour les startups algériennes. Il y en a beaucoup qui s'intéressent déjà dans la région du Middle East et North Africa, surtout North Africa, et d'aller au-delà dans d'autres pays africains parce que nous avons quand même eu un peu d'expérience dans certains domaines en Algérie qui pourraient être utilisés dans d'autres pays africains, notamment dans des domaines où l'Algérie et vraiment devrait être parmi les leaders, notamment dans l'oil and gas, dans l'énergie, dans la transition énergétique et dans d'autres services aux entreprises. Et je crois que c'est le moment de s'intéresser réellement à cela et que les startups algériennes qui sont créées en Algérie devraient penser à un marché qui va au-delà du marché local algérien, mais au marché africain et mondial aussi, surtout qu'avec des SaaS, des Software as a Service, qui peuvent être utilisés dans d'autres régions du monde, notamment dans le Golfe ou dans l'Europe ou d'autres pays, qui pourraient être concurrents, qui pourraient avoir une concurrence sérieuse avec d'autres entreprises qui s'intéressent aussi à faire des levées de fonds ailleurs, à l'international, et pouvoir accéder à des marchés qui autrefois étaient très loin, étaient même pas envisageables. Si on va, disons, il y a 10 ans, il y a peu de startups qui pensaient à avoir des produits dans des marchés africains, des marchés qui ont des différences culturelles ou différences de langue. Mais maintenant, cette barrière-là commence à disparaître et que plusieurs entrepreneurs algériens
ils participent à des événements mondiaux en Europe, au Middle East et même aux États-Unis, et qui se disent voilà, il y a des paths, donc des chemins vers cette réalisation-là, et qui s'intéressent à cela. Et à chaque fois que je leur parle, à chaque fois que j'échange avec eux, je sens qu'il y a une évolution et une maturité très nécessaire et qui se voit. Et je suis très optimiste à les voir aller au-delà des barrières locales du marché algérien et même du marché du North Africa, donc l'Afrique du Nord. Walda Bailish, l'Afrique, le monde, l'humain est à l'orée d'une nouvelle transition. Il s'agit d'une transition numérique digitale. Beaucoup disent que l'intelligence artificielle est aujourd'hui ce qu'a été l'électricité hier pour l'humain. Y a-t-il une grille de lecture philosophique propre à cette transition? Alors beaucoup parlent de changement de civilisation, beaucoup parlent d'un changement disons beaucoup plus simple. Moi j'aborde la chose, disons, sous un autre angle. Et comme disait Rami, j'apprécie beaucoup parce que je le rejoins, c'est-à-dire que je dis que nous sommes aujourd'hui plus que jamais et plus qu'auparavant des citoyens du monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit aller au-delà des frontières, les frontières d'un continent, mais au-delà des frontières au niveau international, parce qu'on est de plus en plus globalisant. Et la grille de lecture que je conseille, c'est de voir les choses de façon transversale, de façon holistique et systémique. C'est-à-dire que quand on définit l'intelligence artificielle, aujourd'hui on n'a pas une définition claire au niveau international, on n'a pas tous la même définition. Et déjà, ça serait un bon début de définir l'éthique de l'IA au niveau international. Pourquoi je dis systémique? C'est pour ça que j'en viens à là. C'est-à-dire que ce qu'on va définir comme système va impacter tous les continents. Ce qu'on va définir comme système va vraiment avoir une vue 360 degrés au niveau du globe. Donc c'est vraiment important de s'entourer, de collaborer, de garder une certaine dignité pour l'être humain, et c'est pourquoi je reviens à l'humain. Ouais. C'est très très important parce que les systèmes peuvent dérailler sous forme d'une programmation intentionnelle ou dérailler par de la cyberattaque. Donc c'est vraiment important d'avoir en fait un éveil des consciences par rapport à ces enjeux, par rapport à cette existence de systèmes intelligents, mais qui peuvent être programmés quelque part ou attaqués. Justement, Rami Zemouchi, le cinéma a été l'un des premiers à voir en quelque sorte modéliser l'intelligence artificielle à travers un certain nombre d'œuvres qu'on comprenait peut-être pas à l'époque. Certains réalisateurs, il faut le dire, visionnaires, ont essayé justement de nous introduire dans ce nouveau monde. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas cette image caricaturale de l'intelligence artificielle qui pourrait en quelque sorte mener l'homme face à ce qui pourrait être l'anti-homme dans la version technologique. Totalement, d'ailleurs je complète ce que vient de dire Warda, et j'ai eu la chance justement de suivre un petit peu ce sujet qui m'intéresse beaucoup, et d'ailleurs j'ai même assisté à un événement dans lequel il y avait Sam Altman, le patron de OpenAI, qui est derrière la startup la plus importante dans ce domaine-là, et de dire à quel point cette entreprise ou d'autres entreprises aussi puissantes peuvent avoir un impact sur l'humain et sur comment on peut vivre. L'homme versus machine. Totalement. Ouais. Je pense qu'on se pose la question, et Sam Altman il dit, ce qui est très intéressant quand il parle, que lui il est peut-être chargé de monter cette technologie et d'aller jusqu'au bout, contrairement à d'autres personnes, notamment des gens qui viennent de l'académie, qui disent que non, il faut faire attention, ça pourrait être dangereux. Et l'idée c'est que Sam Altman nous dit qu'il n'est pas garant de ce que pourrait faire cette IA et qu'on devrait tous travailler pour avoir une IA qui ne peut qu'être bénéfique. Maintenant, bien évidemment, il y a cette image caricaturale qui peut arriver et qui est très dangereuse aussi, et qui peut avoir un impact très très dangereux. Il prend plusieurs exemples, notamment sur le droit d'auteur, notamment sur des sujets un peu plus horribles où on pourrait risquer des choses comme Skynet, entre du genre. Oui. Moi, je crois que c'est important d'aller jusqu'au bout sur cette technologie-là, d'essayer, de voir où est-ce que ça peut nous amener, être prudent et avoir des avis différents. D'ailleurs, on se rappelle un petit peu de cet épisode-là, quand Sam Altman a été viré justement à cause de ça, à cause de la manière dont il voyait l'IA comme étant une manière pour gagner énormément d'argent, et qui se désintéressait un petit peu de la cause qui derrière était OpenAI, qui était en fait une entreprise qui ne devait pas faire des bénéfices et qui avait une mission plus grande que juste une entreprise comme n'importe laquelle. Et je crois que cette vision-là qu'on devrait avoir, d'ailleurs il y a plusieurs concurrents qui ont fait la même chose, qui essaient aussi d'être tout aussi brillants et tout aussi efficients, de se dire que ces gens-là possèdent peut-être un peu le destin de l'humanité entre leurs mains, et jamais on a eu autant de pouvoir entre de telles mains et des mains d'entrepreneurs et des mains d'ingénieurs en IA. Et ça c'est nouveau, l'électricité ou d'autres manières, d'autres technologies, d'autres inventions qui nous ont permis d'avoir accès
à beaucoup de domaines et d'avancer d'une manière assez importante, maintenant se réduisent. Et d'ailleurs, la $1 billion company, maintenant, one person with $1 billion company devient très très proche. Et comme étaient ces ressources-là, comme l'électricité ou autres, qui étaient à la portée de tout le monde, mais ça dépend comment on pouvait les utiliser pour devenir riche, ou pour créer de l'argent, ou pour créer de la valeur. Maintenant, l'IA devient un peu dans les mains de plusieurs personnes et ça devient accessible et démocratique. Et donc c'est intéressant, sauf que comment l'utiliser? Comment faire que ça peut changer le monde? Surtout qu'on pose des questions sur le Universal Basic Income, c'est un peu le revenu universel pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, l'IA va faire assez pour que certaines personnes peut-être n'auront pas travaillé, et peut-être qu'elles feront autre chose, et que est-ce que c'est une idée politiquement importante? Est-ce que certains gouvernements vont aller vers cela? Est-ce que certaines politiques s'intéresseront à cela? Ils se diront qu'il y a un moment où tout le monde mérite d'avoir un salaire, peu importe ce qu'ils font, parce que l'IA fait déjà le job, et donc on s'intéresse à cela, et donc ça nous pousse à poser des questions à caractère, comme vous avez dit, philosophique, et à quel point nous sommes prêts à négocier avec ces géants de la tech qui, eux, possèdent le pouvoir et qui, eux, ont leur vision et qui, généralement, elle est un peu claire, un peu ce qu'ils veulent, mais toujours il y a des changements et toujours il y a des choses qui s'améliorent et qui se disent que peut-être que c'est un modèle différent qu'on pourrait avoir et c'est là où le débat avec les opérateurs économiques, les opérateurs politiques, nous aussi, comme étant des acteurs dans le domaine, pourrait être initié et déjà initié dans certains pays et comment on verrait le monde dans 10, 15, 20 ans, comment nos enfants vont utiliser l'IA. Je crois que c'est très passionnant, à la fois dangereux, mais très passionnant aussi. Moi, j'appartiens à cette école-là qui se dit allons-y, prenons le risque. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un contre-équilibre ou un contre-pouvoir qui se dit il faut faire attention. Peut-être que ça va dégénérer, maybe ça sera out of our scope et que c'est normal, il faut les avoir. D'ailleurs, ce qu'on a fait avec le board de OpenAI qui ont gardé certaines personnes qui étaient sceptiques et superstitieuses concernant l'IA pour ne pas laisser que des gars et des personnes, des garçons ou des femmes qui étaient pour une évolution sans limite. Je crois que c'est dangereux et je pense que ça pourrait virer vers le mal, mais je reste tout de même optimiste et je crois que si on saura utiliser cela, ça pourrait changer notre vie, ça pourrait donner une occasion et des options extrêmement importantes pour le monde entier et pour des gens qui pourraient peut-être éradiquer la pauvreté ou avoir un impact plutôt positif en général. Oda Bailey, justement, l'image Tesla, Empire, Elon Musk, l'image première qu'on a eue peut-être ou qui a façonné l'imaginaire collectif concernant l'intelligence artificielle. De un, est-ce qu'elle est déjà obsolète, révolue, cette image voulue par un certain Elon Musk, grand promoteur de l'intelligence artificielle grâce à son empire, Tesla et autres. Et est-ce que, plutôt comment faire justement, et est-ce que cet événement, pour revenir à l'Afrique, l'Africa Startup Conference, peut-il contribuer à ce que l'Afrique se façonne elle-même sa propre image de l'intelligence artificielle et de ce que cette discipline pourrait lui apporter à l'avenir? Alors, sincèrement, c'est une très bonne question et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Rami parce que c'est passionnant, je le rejoins totalement sur différents points de vue et je pense qu'on y est déjà et on est de pire en pire en termes de vision dystopique, si je puis dire. Récemment, il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux par rapport à des robots un robot qui a réussi en fait à entraîner d'autres robots en fait à le suivre. Je ne vais pas citer énormément, disons, d'éléments, mais il y a aussi des bases de données, donc des data centers qui sont en train d'être protégés militairement parce qu'il y a des algorithmes qui sont en train de devenir de plus en plus intelligents. Donc on voit qu'on est en train d'arriver à une ère où on a besoin en fait d'être, disons, conscient qu'il y a des systèmes intelligents qui ont la capacité de faire énormément de choses, donc remplacer plusieurs de nos tâches quotidiennes, mais au-delà de ça, de pouvoir analyser, cartographier nos personnalités, d'avoir la capacité de mieux nous connaître potentiellement qu'on se connaît nous-mêmes, d'avoir des capacités d'analyser nos différents mouvements et déplacements géographiques, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est sur la terre ferme, mais il y a aussi l'espace, où il y a énormément d'enjeux économiques qui sont en train d'évoluer à travers les satellites, à travers les différents voyages spatiaux. Il y a aussi de plus en plus d'intelligence artificielle qui sont imbriquées, donc de systèmes intelligents qui sont imbriqués au niveau de l'espace, à travers l'analyse de différents débris qui pourraient potentiellement, parce qu'il y a des satellites qui sont très proches de notre planète Terre, donc potentiellement recevoir des débris, donc plus la maintenance des enjeux spatiaux, etc. Donc par rapport à ces enjeux-là, si on mixe tout, et si on voit de façon très transversale toutes les différentes technologies qui s'imbriquent,
que ce soit le spatial, la robotique, la mécanique, l'IA, l'aéronautique ou même au niveau des véhicules, donc l'automobile, on se rend compte que tout est lié. C'est-à-dire qu'une information qu'on a au niveau de notre montre connectée, potentiellement, et là j'arrive à l'Internet des objets, donc l'IoT, on pourrait avoir une information sur le téléphone IoT, Internet Ouais. des objets. Tout à fait, Ouais. exactement. Et donc d'avoir en fait tout qui est lié, tout est imbriqué, tout est connecté, tout est lié. Donc en fait on peut avoir une information qui transite des États-Unis à ici de façon très très vite en millisecondes. Donc, et ça, si on rajoute ça à des systèmes intelligents, sincèrement c'est juste notre imaginaire la limite. Et c'est impressionnant. Rami Zemouchi, dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les startups sont le principal allié d'une intégration économique africaine réussie? Oui, oui, totalement. Je crois que l'évolution dans les 10 dernières années ou un peu plus, hein, des pays africains, notamment des pays qui ont réellement vu une grande évolution via des startups parce qu'elles ont un impact réel sur la vie de tous les jours. Hein. Les fintech, les health-tech, etc., dans le domaine de la logistique. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus d'importance à ces startups-là qui maintenant peuvent être la locomotive du développement économique. Je pense qu'il faut aussi avoir un tissu économique qui est complémentaire aussi, hein, surtout avec d'autres entreprises, des PME qui peuvent contribuer, notamment aussi avec les pouvoirs publics. Hein. Tous les modèles dans le monde où il y avait l'intervention du pouvoir public, mais de la bonne manière, avec la régulation nécessaire, avec le partenariat nécessaire, avec même le financement, pourquoi pas, parce qu'il y a des financements très importants qui ont contribué à beaucoup d'inventions, notamment dans des pays comme les États-Unis, où on a vu quand même plusieurs startups réussissant grâce à cela. Je crois qu'il faut ne pas rater ce grand tournant. Je crois que chez nous aussi, hein, qu'il y a quand même une évolution qui prend du temps, c'est normal, qui manque de beaucoup de choses, mais qui est là et qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent être les founders qui seront des champions de demain. Je les appelle les champions parce que je crois que c'est nécessaire de les avoir et que s'ils arrivent, eux, à montrer qu'on peut réussir via cela, qu'on peut avoir une success story qui commence très petit et qui réussit avec des levées de fonds, avec des exits de qualité, ça pourrait inciter d'un côté les autres entrepreneurs à vouloir prendre le risque, les financeurs à vouloir injecter de l'argent et l'État à vouloir accompagner et d'inscrire ces entrepreneurs-là et ces entreprises-là dans la stratégie globale de l'État qui devrait être fait dans des plans sur 20 ans, 30 ans, 50 ans pour voir un petit peu à quoi ressemblerait l'Algérie de demain grâce à ces jeunes-là et grâce à leurs réalisations qui seront très présentes et qui auront un vrai impact sur l'économie nationale et pas que des impacts quand même assez limités sur des secteurs un peu peut-être trendy, donc des tendances qui peuvent disparaître hein, évidemment, mais sur des socles économiques durables et qui peuvent contribuer à plein d'autres secteurs et donc beaucoup d'acteurs économiques locaux et internationaux aussi pour avoir de transfert de la technologie, de technology transfer qui est très nécessaire pour nous aussi, hein, d'avoir accès à des marchés internationaux et de développer la compétence locale via évidemment des Algériens de la communauté de l'étranger ou d'autres participants qui s'intéressent à notre marché, qui deviennent de plus en plus attractifs, notamment par les Africains. Aujourd'hui, j'avais rencontré plusieurs investisseurs africains qui étaient de passage en Algérie pour découvrir l'écosystème, pourquoi pas pour investir, ils posaient les bonnes questions et je pense que c'est important et nécessaire de voir que les investisseurs étrangers viennent en Algérie et posent les bonnes questions et pas seulement pour peut-être être présent ou profiter du soleil d'Alger, mais beaucoup plus pour s'intéresser à avoir un impact et pourquoi pas, pour eux aussi c'est rentable et pour nous aussi c'est rentable d'avoir des étrangers qui veulent injecter du capital et veulent soutenir des startups locales pour leurs projets ici et aussi pour leur expansion dans le monde africain et pourquoi pas mondial, donc en Europe et ailleurs. Rami Zemouchi, entrepreneur entre deux rives et consultant en start-up. Warda Bailish, auteur et experte en conseil data et intelligence artificielle, auteur, je le rappelle, de l'humain à l'ère de l'IA. Merci pour vos idées, vos éclairages à nos téléspectateurs. L'actualité continue sur Al24 News. À très bientôt.